Adoption ce matin du projet de financement de la sécurité sociale pour 97, avec entre autres une hausse des taxes sur le tabac et les alcools. À Saint-Denis de la Réunion, 2 dirigeants de la Compagnie Générale des Eaux avouent avoir versé des pots de vin de plusieurs millions de francs à un parti politique. 11e titre pour Jeannie Longo, championne du monde du contre-la-montre à Lugano. Les grands restaurants s'adaptent pour toucher une plus grande clientèle. Ça sera le thème de notre dossier du jour. Madame, Monsieur, bonsoir. Double coup de projecteur sur le budget de la sécurité sociale. Le Conseil des ministres a adopté ce matin le projet de loi de financement de la Sécu pour 97, le premier du genre. En même temps, s'ouvraient les négociations délicates entre les caisses d'assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux. Pour mieux comprendre l'état d'esprit de cette profession, reportage de Sébastien Vibert et Agnès Molinier chez un généraliste. Le docteur Ben David travaille à Paris, mais ses journées chargées ressemblent plutôt à celles d'un médecin de campagne. Il connaît bien ses patients et sait souvent les convaincre de ne pas abuser des médicaments, comme cette femme atteinte d'insuffisance respiratoire. Prescrit de produits particuliers? Non, aucun. Et j'en ai même, d'ailleurs, en accord avec la patiente, supprimé quelques-uns qui n'avaient plus lieu d'être aujourd'hui. J'en ai pas pris une. 145 francs pour la consultation à domicile et un vaccin contre la grippe. C'est selon le docteur Ben David l'exemple d'une prescription efficace et économe. Ce médecin de terrain suit de près les tentatives de réforme de la sécurité sociale et les éventuels changements dans ses conditions de travail. Il refuse que les médecins portent seuls la responsabilité du déficit. Il déplore l'incohérence de la méthode du gouvernement. Enrhumé, le nez coule. L'ensemble reste encore très flou pour nous. Et ce qui explique peut-être d'une part l'inquiétude des médecins et d'autre part un petit peu le mécontentement quand on apprend en fait souvent par voie de presse, cette fois brutalement, les propositions qui sont faites. Messieurs, des propositions justement, la caisse d'assurance maladie en attend de la part des médecins pour respecter la hausse maximum de 1,3% des dépenses de santé en 97, objectif fixé ce matin par le gouvernement. Mais 3 syndicats ont déjà appelé à la grève pour le 17 octobre contre le plan Juppé. Dans ce contexte, les négociations s'annoncent difficiles. Je suis extrêmement pessimiste quant à l'issue de ces négociations et extrêmement pessimiste quant à la mise en place du plan prévu par le Premier ministre pour rénover notre système de soins. Vu du cabinet du médecin, l'important est surtout de se faire entendre, même si on s'interroge encore sur les moyens d'y parvenir. Je crois que la grève a peut-être également un but, c'est de réagir, et nous avons besoin de réagir. Et il n'y a pas beaucoup de moyens, pour nous médecins, de montrer en fait que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec un certain nombre de dispositions qui sont prises. Si le docteur Ben David a décidé à titre personnel de ne pas faire grève, par égard pour ses patients, il attend cependant beaucoup du 17 octobre, journée test pour le plan Juppé. La politique et l'argent, avec ce coup de tonnerre devant le tribunal de Saint-Denis de la Réunion, où pour la première fois 2 des plus hauts dirigeants de la Compagnie Générale des Eaux ont avoué avoir versé une commission de plusieurs millions de francs à un parti politique, tout en assurant que leur PDG, Guy de Joigny, n'était pas au courant. Valérie Fourniou. Dans leur costume gris, ces 2 hauts responsables de la Générale des Eaux vont passer aux aveux et impliquer tout leur groupe industriel. Jean-Pierre Tardieu et Jean-Dominique Deschamps ont reconnu ce matin avoir versé 4 millions de francs à la municipalité socialiste de Saint-Denis de la Réunion entre 1990 et 1993. Un pacte de corruption politique que l'ancien maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, reconnaît. Ces financements occultes étaient bien destinés à la caisse noire du Parti socialiste réunionnais. Jules Roux, son trésorier, a même expliqué au tribunal les détails des versements. Et le public d'apprendre, pour un marché de moins de 500 000 francs, la commission était de 3%. Pour les gros contrats, le pourcentage se négociait au cas par cas. Pour la Générale des Eaux, le pourcentage et les modalités de paiement auraient été fixés ici, au siège parisien du groupe, en 1990. Le contrat était de 600 millions de francs sur 20 ans pour l'assainissement et la distribution de l'eau à Saint-Denis de la Réunion. En 1994, l'ancien PDG de la Générale des Eaux, Guy de Joigny, avait été entendu comme témoin pour cette même affaire. Mis en examen pour corruption active, 9 mois plus tard, il a bénéficié d'un non-lieu en juillet dernier. La ligne de défense du groupe a toujours été de nier. Jean-Pierre Tardieu et Jean-Dominique Deschamps ont rompu la loi du silence. Leurs aveux pourraient mettre l'ancien président de Joigny en difficulté.
Scandale en Belgique où le procureur de la Cour de cassation a requis le dessaisissement du juge chargé de l'instruction de l'affaire Marc Dutroux. Au-delà des arguties juridiques, cette proposition suscite, je vous le disais, un véritable tollé en Belgique, car ce magistrat est devenu un symbole de l'indépendance de la justice. Reportage de nos envoyés spéciaux Anne Mourgue, Dominique Mas. En quelques semaines, le juge Conrod est devenu un symbole, celui de l'indépendance de la justice. Un magistrat jugé capable de faire toute la lumière sur l'affaire Dutroux, loin des pressions. Mais le dossier pourrait être enlevé au juge. L'affaire a été examinée ce matin par la Cour de cassation. À la sortie de l'audience, les parents de Julie, de Mélissa, sont abattus. Il y a une crise de confiance au niveau de l'opinion publique vis-à-vis de la justice. Bon, la petite parcelle qui restait, je crois qu'ils vont être obligés de la bousiller. On craint que par cette erreur de M. Conrod, le dossier soit remis à des gens qui ont tout intérêt à ce que l'affaire ne remonte pas plus haut que Dutroux. Ce que l'on reproche au juge, c'est d'avoir dîné avec les familles des victimes de Dutroux. Pour l'avocat du pédophile, trop proche de ses familles, le magistrat n'est plus objectif, il doit être remplacé. L'avocat, qui a quitté le tribunal sous haute protection et se fait discret. Je crois qu'il est inadéquat pour un avocat de faire des commentaires sur une affaire qui est en délibéré. En délibéré jusque lundi prochain. Une décision difficile à prendre pour les magistrats. Le juge Conrod est soutenu par toute la population. Manifestations, pétitions. En une semaine, plus de 100 000 signatures pour son maintien. Son dessaisissement créerait une émotion très vive en Belgique. Les lois Pasqua, version Debray. Un avant-projet de loi sur l'immigration va être prochainement présenté en Conseil des ministres. Ce texte qui vise à corriger les incohérences des lois Pasqua observées à l'occasion notamment de l'expulsion des sans-papiers de l'église Saint-Bernard à Paris. Ce texte devrait faciliter les reconduites à la frontière, augmenter les pouvoirs de la police, mais aussi permettre la régularisation de certaines situations familiales et réformer la politique suivie en matière de certificat d'hébergement. Maryse Burgot et Christophe Hérault ont suivi une enquêtrice de l'OMI, l'Office des migrations internationales. Madame Aberlin de l'Office d'immigration. Sigrida Berlin est enquêtrice à l'OMI, l'organisme chargé en France du contrôle des flux migratoires. Sa mission aujourd'hui, visiter une famille de Saint-Denis. Des Français d'origine algérienne qui souhaitent héberger chez eux 2 membres de leur famille le temps d'une semaine de vacances. Un couple de cousins qui viendrait donc d'Algérie. Alors, 310. Qu'est-ce que vous faites là, madame ? Alors, ce qui nous est demandé, c'est-à-dire le relevé exact des mesures, pièce par pièce, couloir, sanitaire, cuisine. Alors, 340, 290. L'enquêtrice est entre autres chargée de vérifier s'il y a suffisamment de place dans l'appartement pour accueillir 2 personnes supplémentaires. Elle a été envoyée par le maire de la commune, seule habilitée à signer le fameux certificat d'hébergement indispensable aux cousins pour obtenir un visa pour la France. Je trouve 70,64 mètres carrés, voilà, c'est ça, très bien, voilà. Pour recevoir un ami, c'est vraiment... Je ne dis pas que c'est grave, ou bien c'est gênant dedans de nous, c'est tout. C'est compliqué. C'est un petit peu compliqué, voilà. Les époux Messous ont 5 enfants. Avec leurs 2 invités, ils seraient donc 9 dans l'appartement. Dans ce dossier, l'enquêtrice va donner un avis favorable. Pourtant, la demande sera certainement rejetée. Pour 9 personnes, je fais une petite gymnastique rapide, il faudrait 79 mètres carrés. Donc je ne suis pas du tout certaine que le secrétariat tiendra compte de mes appréciations. Voilà, 9 personnes, 79 mètres carrés, ils n'y sont pas, donc... Chaque année, 200 000 certificats d'hébergement sont accordés à des familles. Selon les statistiques officielles, le pourcentage de refus est relativement faible. Le gouvernement se propose d'ailleurs de durcir la réglementation, notamment en confiant à des policiers le soin d'enquêter sur le bien fondé des demandes. Ce projet permettra aussi de donner le change à certains maires convaincus que les certificats d'hébergement permettent à des étrangers de s'installer en France dans la clandestinité. D'ores et déjà, le PS s'élève contre cet avant-projet de loi sur l'immigration qui prévoit, selon les socialistes, l'établissement de fait d'un fichier des hébergeants et qui confirme le recul de l'autorité judiciaire lors de la procédure de rétention. L'écologiste Marie-Christine Blandin, présidente du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, demandera vendredi en séance plénière l'annulation des désignations d'élus régionaux du Front National dans les conseils d'administration des lycées.
Un peu partout en France et pour la première fois, des parents d'élèves sympathisants ou militants du FN ont présenté des listes aux élections qui auront lieu à la fin de cette semaine. Reportage Chantal Quimerlin, Frédéric Delarue. Premier stand officiel du mouvement pour l'éducation, le MEN, c'était à la fête bleu-blanc-rouge. Aujourd'hui, le Front National lance des professions de foi pour les élections de parents d'élèves, des listes sans signe distinctif. Réunis entre eux, les enseignants et parents du FN préparent l'offensive de vendredi. Pas facile selon eux de percer face à l'administration scolaire et d'être autorisés à participer aux élections. J'ai reçu enfin ce matin la réponse. Effectivement, j'ai l'honneur de vous faire savoir que conformément au texte législatif en la matière, vous êtes en droit de faire partie du bureau et voire de participer au dépouillement des bulletins de vote. Les parents d'élèves du Front National s'implantent là où le parti est fort, surtout en Île-de-France, dans le sud-est et l'est de la France. Mais pour la première fois, on essaie de pénétrer un monde associatif. Pénétrer, pourquoi? Je crois faire partie de la... Je suis une citoyenne française, comme les autres, et je pense que j'ai le droit de me présenter, et que je ne suis pas une demi-candidate. On voudrait me faire passer pour une demi-candidate. Pas de politique à l'école, plus de sécurité, moins de gabegie dans le budget du ministère. Tels sont les thèmes des candidats parents du FN. Face aux traditionnelles fédérations de parents d'élèves, la tentative du Front National vise à savoir si le monde de l'éducation reste chasse gardée ou non. Les universités françaises connaissent un taux d'échec inquiétant en fin de premier cycle. L'université de Rennes 2 expérimente cette année une nouvelle forme de tutorat. Des étudiants chevronnés sont spécialement recrutés et payés pour assurer un soutien pédagogique au BISU. Reportage Olivier Sioux, Michel Hiver. Une heure de complément maintenant, ça sera pas très lourd au niveau horaire. Vincent n'est ni enseignant ni agent administratif, il est étudiant tout simplement. Mais cette année, expérience nouvelle, pour lui, il a été recruté par son université pour assurer l'accueil de ses nouveaux petits camarades de première année. Comme c'est une grosse machine, l'université, on arrive ici, c'est évident que ça met du temps à se mettre en route. Il y a des queues immenses un petit peu partout, on est un petit peu perdu parce qu'on arrive souvent d'un petit lycée. Encore, je suis pas toute seule, mais un étudiant qui arrive tout seul, je pense que c'est difficile, quoi. Donc c'est essentiel, je pense. Ouais. Le tutorat, ce n'est pas seulement l'accueil des nouveaux arrivants. À Rennes 2, c'est aussi une forme de soutien pédagogique affirmé pour les étudiants par la mise en place d'un contrat pédagogique avec des obligations précises. Lorsque l'étudiant aura eu de mauvais résultats ou lorsqu'il n'aura pas été assidu, il sera relancé par écrit tout d'abord et ensuite par message téléphonique pour qu'effectivement il revienne à l'université et qu'il suive les aides qu'on lui propose. Ces étudiants en difficulté, Emmanuel Bénard les connaît bien. Étudiante en DESS, elle a assuré l'an dernier le soutien pédagogique d'une dizaine d'entre eux. Son constat est simple. Ce sont parfois les bases même de leurs connaissances qu'il faut reprendre. Ça consiste donc à leur donner des cours de méthode, leur apprendre à faire un plan, un commentaire de texte et les aider à mobiliser leurs connaissances puisque généralement c'est ce qui pose problème. Le problème aussi c'est que le tutorat ne commence qu'après les premiers partiels, autant dire que pour certains il est déjà trop tard. Ça devrait être mis en place dès le premier semestre puisque sur un groupe de 10 élèves, il n'y en a que 5 qui assistent réellement au cours, les 5 autres étant déjà dans la nature depuis peut-être le mois de novembre-décembre. Cette année, 5000 étudiants entrent en premier cycle à Rennes 2. Un bon millier d'entre eux auront des difficultés dès les premiers mois. Bref, ici comme ailleurs, le tutorat n'a rien d'un luxe. Le ministre du Travail, Jacques Barrot, a affirmé cet après-midi devant les députés que le gouvernement souhaite que soit élaboré, je cite, un plan social de qualité à la lainière de Roubaix, frappée par plus de 300 licenciements. Hier, l'intersyndicale a provoqué l'arrêt total de la production et, vous allez le constater, l'amertume des salariés est très grande. Patrice Velay. Une manifestation tendue contre les suppressions d'emplois des salariés du textile et de la métallurgie dans les rues de Marc-en-Barreuil. Leur seul mot d'ordre, le refus des licenciements dans le Nord. Les 339 suppressions de postes récentes à la lainière de Roubaix ont provoqué cette manifestation. Il y a des amis que j'ai même pas revus pour leur dire au revoir, puisque j'étais au chômage 8 jours avant. Donc malgré tout, ça aussi, ça m'a fait de la peine que je reverrai peut-être jamais plus, parce qu'ils viennent des mines, tout le monde est dispersé. On a été mis dehors comme des malpropres. Aux lainières de Roubaix, seuls 250 emplois sur 587 ont été sauvés. Nadia fait partie des licenciés. 30 ans dans le textile et maintenant le chômage. Son dernier salaire, 6 200 francs bruts. Aujourd'hui, elle est désabusée et sans espoir. Personnellement, j'aime pas trop la violence. Je trouve que ça, je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose. Parce que bon, là, je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans l'atelier, là. Donc, j'ai un peu peur pour eux, quoi.
Mais d'un autre côté, tout le monde se défend, quoi. Tout le monde est dégoûté, on tourne en rond pour l'instant. À 53 ans, Nadia ne pense pas retrouver un emploi. Sans enfant à charge, elle se dit qu'elle n'est pas la plus à plaindre, elle qui depuis l'âge de 14 ans travaillait aux lainières de Roubaix. Quasiment tous les pays sont désormais confrontés au problème du sous-emploi, y compris la République populaire de Chine, chantre en principe du marxisme pur et dur. Depuis que les successeurs de Mao ont opté pour l'économie de marché, la reconversion s'avère difficile pour les grandes entreprises d'État. Reportage de nos correspondants permanents en Chine, Jérôme Bonny, Tristan Lebras. La ville portuaire de Qingdao est l'une des vitrines de l'ouverture mise en œuvre par le petit timonier aujourd'hui à la retraite, Deng Xiaoping. Mais comme dans le reste de la Chine, c'est une ouverture à deux vitesses. Il y a les entreprises qui négocient à vive allure le virage vers l'économie de marché. Par exemple, les brasseries Qingdao, héritières du savoir-faire légué par les Allemands qui occupèrent la ville pendant 16 ans au début du siècle. Leur production a quintuplé depuis 10 ans, passant à 500 000 tonnes de bière cette année, dont 1/10 pour l'exportation. Qingdao est aujourd'hui coté à la bourse de Hong Kong. L'État chinois ne détient plus que 43% des actions et les ouvriers sont les mieux payés de toute la région. Mais dans la ville la plus allemande de Chine, où l'on vient même de célébrer la fête de la bière, il y a aussi, comme partout ailleurs dans la République populaire, des dinosaures qui ont bien du mal à sortir de l'économie collectiviste, les entreprises d'État. À Qingdao, elles emploient les 3/4 des ouvriers. Dans ces filatures, on gagne 2 fois moins qu'à la brasserie. Les employés sont en surnombre, certaines sont même payées 80% de leur salaire pour rester chez elles. Notre problème, c'est que la responsabilité de notre entreprise, ce n'est pas seulement la production, mais aussi de préserver la stabilité sociale. En fait, c'est à nous de maintenir un niveau de vie minimum. C'est l'entreprise qui prend en charge les bambins des employés, mais aussi les soins et les retraites. À Qingdao, il y a 2000 retraités pour 3000 travailleurs. Les fonds manquent. Sur 8 ateliers, un seul, celui-ci, a pu être modernisé. Résultat, c'est le déficit, comme dans la plupart des entreprises d'État, qui ont dû se résoudre à licencier plus d'1 million de travailleurs dans les 6 premiers mois de cette année. C'est donc en grande partie ici, dans les entreprises d'État, que se joue l'avenir de la Chine, puisque, de l'aveu même du gouvernement, si des mesures radicales ne sont pas prises, le taux de chômage atteindra en l'an 2000 13%. Mais 13%, ici en Chine, ça veut dire 153 millions de sans-emploi. Toujours de violents combats au nord de l'Afghanistan entre les combattants talibans, les fondamentalistes islamistes au pouvoir depuis maintenant 2 semaines et les ex-forces gouvernementales du général Massoud chassé de Kaboul. L'enjeu est le contrôle de la vallée stratégique du Panjshir. Aux toutes dernières nouvelles, les talibans auraient subi de lourdes pertes. Correspondante téléphonique de notre envoyé spécial Dorothée Oliéric. Les combats entre miliciens islamistes et les forces gouvernementales alliées au général Dostum se sont poursuivis dans le nord de l'Afghanistan. En nous rendant vers la ligne de front à 120 km de Kaboul, nous avons croisé des dizaines de combattants talibans acheminant des renforts d'hommes et de matériel. Plusieurs centaines de ces étudiants soldats qui ont pris récemment Kaboul auraient été tués et ils auraient perdu certaines positions stratégiques. À Kaboul, la tension monte, un couvre-feu a été décrété et les talibans, essuyant ses revers sur le front, deviennent de plus en plus agressifs. Un membre d'une organisation humanitaire qui circulait à la tombée de la nuit a été arrêté et battu à coups de bâton par les miliciens intégristes. Quant aux femmes, elles sont pour la plupart terrorisées et terrées chez elles. En Algérie, nouveau pas dans l'escalade de la terreur politique. Dans le sud du pays, 34 voyageurs ont été assassinés la nuit dernière après avoir été arrêtés à un faux barrage par un commando islamiste. Entre 500 000 et 1 million de citoyens de l'Union européenne consomment de l'héroïne, constat établi par l'Observatoire européen des drogues. La proportion d'habitants ayant consommé des drogues illégales varie de 5 à 16% selon les États membres. Le cannabis étant de loin la drogue la plus fréquemment utilisée. Autre enseignement de ce rapport officiel, le libéralisme néerlandais ne se traduit pas par une montée de la toxicomanie. Depuis longtemps, les Hollandais ont une politique d'encadrement. Exemple, ce reportage d'Anne Poncinet et Frédéric Pasquette dans un coffee shop municipal. À droite, 2 policiers.
À gauche, un vendeur de cannabis en pleine discussion. C'est déjà un paradoxe. D'ailleurs, l'endroit s'appelle le Paradox Café. C'est un coffee shop. Il fait partie de la tournée habituelle des policiers de Delzig, au nord des Pays-Bas. On y achète et consomme du cannabis. Mais ce qui semble encore plus étonnant, c'est que c'est un magasin municipal. Le maire vient de fermer les 2 coffee shops de la ville pour confier le monopole de la vente à l'association qui gère le Paradox Café. Les consommateurs, eux, n'apprécient guère. Le gars dans le bureau là-bas, il contrôle. Ça fait très officiel ici. Il y a plein de gens dont les parents ne savent pas ou ne veulent pas qu'ils viennent ici. Ceux-là n'oseront pas venir parce que c'est trop ouvert et trop contrôlé. Le gars dans le bureau, c'est le gérant du coffee shop. Il contrôle l'âge des clients et la quantité vendue, pas plus de 5 grammes et aux majeurs seulement. L'idée du coffee shop municipal, c'est qu'il vaut mieux tolérer et encadrer un commerce qui de toute façon se ferait sous le manteau, sans règles et sous le seul contrôle du milieu. Ici, on se fournit uniquement auprès de gens qui n'ont pas de casier judiciaire criminel. Ils sont passés au crible par la police pour vérifier qu'ils ne font rien de plus grave que de vendre du cannabis. Le coffee shop Paradox est une association à but non lucratif et ne rapporte pas d'argent à la municipalité. Ce soir-là, une dame y emmenait son fils qui lui avait posé des questions sur la drogue, juste pour l'informer. De toute évidence, les Hollandais ont une approche très particulière du problème des drogues douces. Ils les tolèrent mais hésitent à s'engager sur la voie de la légalisation, de peur de s'attirer les foudres des autres pays européens. Quand on demande aux Français quel serait leur choix d'une soirée s'ils disposaient de 1000 francs, la moitié d'entre eux répond un repas pour 2 dans un grand restaurant bien loin devant une nuit toujours pour 2 dans un grand hôtel. Le même sondage indique que 7 Français sur 10 estiment que la gastronomie reste un plaisir réservé à un petit nombre, notamment bien sûr en raison de l'addition souvent salée. C'est pourquoi nombre de grandes tocs restructurent leur entreprise pour se mettre à la portée des bourses plus modestes. C'est le thème de notre dossier ce soir en compagnie d'Éric Perrin et Philippe Dumail, quand les restaurateurs mettent des petits plats dans l'écran. C'est l'une des meilleures cuisines de Bordeaux. 18 sur 20 au Goemio, une étoile au Michelin et pourtant Jean-Marie Amat est un revenant. En 1992, cet artiste culinaire avait dû déposer le bilan. Ambitieux, Jean-Marie Amat avait vu grand, 26 millions de francs d'investissement, à côté du restaurant un hôtel conçu par Jean Nouvel, décoration d'avant-garde comme la fameuse chambre à l'Harley-Davidson. Les stars sont passés par là, ils sont dormis ici. Johnny Hallyday, Vanessa Paradis, Mathilde Amigre, Roch Voisine, Christophe Lambert. Mais les stars n'ont pas suffi pour compenser les 285 000 francs de remboursement mensuel. Aujourd'hui, l'affaire a été reprise. Jean-Marie est directeur et non plus copropriétaire d'un établissement qui est reparti. La clientèle pour les grands restaurants existe toujours, elle a changé ses habitudes. Jean-Marie a alors compris qu'il fallait diversifier l'offre. L'Espérance, le café du village ressuscité où on mange pour 120 francs. Pour les fins gourmets qui surveillent l'addition, deuxième choix. Ici on est au Bistroy, c'est le petit restaurant non conformiste du Saint-James. Pour combien mange-t-on ici? 170. Enfin, le Saint des Saints, le Saint-James. Bien sûr, toutes les folies sont permises, mais en restant raisonnables. Ici, en moyenne, 450 francs. Est-ce que c'est un prix qui a baissé dans les dernières années? Ça n'a pas baissé, c'est resté stable, donc pour un boursier, ça a baissé. Ça touille, ça coupe, ça découpe, ça bain-marie, ça rissole, bref, ça cuisine. À l'école hôtelière de Bordeaux, on forme les futurs grands chefs. Crise oblige, Michel Ballot, le professeur, rappelle souvent qu'on doit avoir un œil sur les fourneaux et l'autre sur le porte-monnaie. Si vous vendez un produit 100 francs, le coût matière devrait être de environ 33 francs, d'accord. Il n'est pas pensable d'élaborer des plats cuisinés sans savoir si on gagne de l'argent ou pas. Outre l'accent mis sur la gestion, on réfléchit aussi à ce que seront les grandes tendances de la cuisine de demain. On n'entend pas gastronomie les plats les plus grands, les plus chers, pas du tout. Je crois que la gastronomie, c'est également de mettre en valeur des produits moins nobles, tels que le merlan, le pied de porc, et d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Le besoin de retrouver des racines, la convivialité d'une tablée, c'est dans cet esprit qu'Alain Ponty a pensé son restaurant. Élève notamment de Gerhardt, ses 20 ans passés dans les 2 et 3 étoiles lui permettent de créer une cuisine d'exception. Les prix restent très modiques, 65 francs le midi, 150 à 200 le soir. Pour dégraisser ses coûts, Alain a une recette.
Je suis allé à la recherche des véritables producteurs, donc j'ai pris un peu partout dans le pays, dans la France, et j'ai le privilège de faire mon marché en direct, c'est-à-dire par télécopie ou par téléphone, ce qui fait que j'ai un poisson qui peut venir de Fécamp ou de Bretagne ou de Saint-Jean-de-Luz en direct. Résultat, une économie de 30% qui se répercute évidemment sur l'addition. Autre particularité, de très faibles marges pratiquées sur les vins. Révolutionnaire, Alain va jusqu'à accepter les clients qui viennent avec leurs propres bouteilles. Les restaurateurs ont abusé au niveau des vins. Et que quand vous allez dans un restaurant, que vous avez quelque chose de bien dans votre assiette et qu'à côté vous êtes obligé de vous priver au niveau du vin, vous passez automatiquement une mauvaise soirée parce que c'est déséquilibré. Cassolette de Saint-Jacques au cèpe frais, produit de saison, Alain milite pour une cuisine vraie qui varie au fil de l'année. Petit à petit, il faut habituer le consommateur, mais tranquillement, je veux dire, sans l'agresser aucunement, à goûter les produits de saison. Et il ne demandera pas mieux, parce qu'en fait, ce n'est pas véritablement sa volonté, mais vous savez, il voit ça sur les étalages, donc bon, ils ne savent plus véritablement, ils ont perdu le fil conducteur de ce qui se fait, de ce qui se fait plus. Nous sommes aussi des éducateurs du bon goût. Une poêlée de cèpe et de girolles en persillade, je ne sais pas vous, mais il y a des soirs comme ça où l'on a une très grosse faim d'éducation. Bon appétit. À l'unanimité, le bureau politique du RPR réuni ce soir s'est déclaré tout à fait hostile à une éventuelle réforme du mode de scrutin législatif avant les élections prévues pour mars 98. Des journalistes abattus pour cause d'abattement. Le projet de budget 97 prévoit en effet la suppression de l'abattement fiscal exceptionnel dont bénéficient une trentaine de professions, à commencer par les journalistes. Un certain nombre de mes confrères ont écrit à leurs députés en leur disant en substance: si vous votez la suppression de cet abattement, on ne vous citera plus dans nos colonnes. Indignation de Michel Péricard, le président du groupe RPR, qui menace ces journalistes de poursuites judiciaires. Enquête Javis-Tambert, Daniel Lefebvre. La contestation est d'abord venue de là, de ces rédactions de la presse régionale comme ici à Marseille, où les journalistes de base, qui gagnent en moyenne 10 000 francs par mois, refusent la suppression de l'abattement fiscal qui existe en leur faveur depuis 60 ans. Alors, ces journalistes ont lancé un appel pressant aux députés pour qu'ils ne votent pas cette mesure. Pour l'essentiel, on perdrait environ un mois de salaire net, ce que je pense peu de professions sont disposées à accepter. Mais d'autres sont allés plus loin, envisageant de boycotter les parlementaires qui aboliraient ce privilège fiscal partagé par une centaine de professions. Colère du patron des députés RPR, lui-même ancien journaliste, il menace de poursuites judiciaires les éventuels boycotteurs. C'est une pression inadmissible. La Constitution prévoit que les députés sont libres de leur vote et que le mandat impératif n'existe pas. Le monde politique, pourtant, se divise. Un groupe de députés UDF vient de décider de défendre les intérêts de la profession. Au moment même où le gouvernement, à juste titre, dit que l'ensemble des Français vont payer moins d'impôts, paradoxalement, eux, ils en paieront davantage. Dernier à monter au créneau, les dirigeants de la presse régionale. La fin de l'abattement pour les journalistes, c'est aussi l'augmentation des charges patronales. Pour une entreprise de presse, ça peut être à travers l'augmentation des charges sociales, ça peut être une altération grave de ses résultats et ça peut être une mise en déficit relativement brutale et relativement rapide. L'intersyndicale des journalistes a lancé un mot d'ordre de grève pour le 15 octobre prochain. C'est ce jour-là que la question de l'abattement figure au menu de l'Assemblée nationale. Il y a les journalistes sérieux et puis il y a les plaisantins. À Londres, un quotidien, le Sun, a été victime d'un canular avec la publication d'un document censé montrer la princesse Diana en train de folâtrer avec son ancien écuyer. À Londres pour France 2, Étienne Lénart. En visionnant ces images d'un couple visiblement heureux parti dans une promenade à cheval improvisée, les rédacteurs en chef du Sun, quotidien populaire lu chaque matin par 4 millions de Britanniques, se sont dit qu'ils tenaient le scoop de la décennie. De fait, hier matin, sur 4 pages, le journal présentait seconde par seconde ce qu'il affirmait être les ébats de la princesse de Galles et de son ex-amant, le lieutenant de cavalerie James Hewitt. On connaît la suite, tout était faux, arrangé, la vidéo tournée avec des comédiens professionnels dans ce pavillon de banlieue, la plus belle arnaque de ces dernières années. Un vieux proverbe de la presse populaire dit qu'une histoire est parfois trop croustillante pour être vérifiée. Ils n'ont pas assez vérifié, mais c'est déjà arrivé à d'autres. Tout le pays s'était interrogé hier sur cette vidéo. Diana était-elle victime d'espionnage? Au profit de qui et pourquoi? La découverte de la supercherie a mis un terme aux supputations, mais la chasse aux scoops, elle, ne devrait que provisoirement cesser. Il y a une véritable guerre entre les journaux sur les affaires de la famille royale. Chaque jour, nous essayons de sortir de nouvelles révélations. Il est possible que sur ce terrain-là, les choses se calment un moment.
La surenchère ne semble plus connaître de limite. La jeune femme enceinte de 8 enfants avait vendu son histoire pour près de 5 millions de francs. Et l'évêque écossais parti avec une infirmière avait lui aussi négocié très cher son exclusive confession. Histoire de mœurs ou histoire royale, une loi est en préparation pour mettre un terme à ce que les Anglais appellent le journalisme de chéquier. Tous les journaux, sans exception, sont opposés à cette loi qui devra de toute façon être fort dissuasive pour mettre un terme à des pratiques de plus en plus répandues. À Cannes, les participants au MIPCOM, le marché des programmes de télévision, se sont penchés aujourd'hui sur le délicat problème de la violence sur le petit écran. Un récent sondage indique que 88% des Français dénoncent une télé jugée trop violente pour les jeunes enfants, plantés en moyenne 2 à 3 heures par jour devant leur téléviseur. Marie-Pierre Samitier. De l'image de synthèse dernier cri, des effets en tout genre, ici se vendent des centaines de programmes pour les enfants. Le héros inconnu en France de Cyberkid, série de science-fiction américaine, la télévision interactive ou Conan le barbare, ex-Monsieur Univers, biscotto assuré, héros de 22 épisodes dont on nous assure qu'ils seront sans violence pour nos petits téléspectateurs. Il y a un même mouvement aux États-Unis pour faire disparaître la violence des plages d'écoute familiale. Et donc nous n'avons pas du tout l'impression d'avoir répondu particulièrement à une demande de la réglementation française, mais simplement de nous adapter à ce que veut le marché international. Les enfants qui regardent ces scènes d'horreur sont souvent seuls devant l'écran. Transis de peur, ils préfèrent d'ailleurs continuer plutôt que couper l'image et rester seuls face à des impressions de terreur. Pire, c'est le mercredi et tous les jours après 16h30 que le CSA a constaté que la télévision est la plus violente. Ici, cette scène de sadisme est passée à 16h41, un jour de la semaine. Les adultes ignorent souvent le contenu de ces programmes et ne les regardent jamais avec les enfants. On a comptabilisé à peu près 9 actes violents par heure de fiction à la télévision française. Plus on regarde des images de violence, plus il y a un risque de traumatisme. Le traumatisme psychique peut entraîner des troubles du sommeil, des troubles à type d'anxiété et de dépression à niveau plus élevé. Dépression qui, chez un enfant fragile, provoquera bien sûr des lésions importantes. Les chaînes de télévision, en prévenant les téléspectateurs par le biais de 5 niveaux de violence, espèrent répondre à la question de la violence à la télévision. À la Saint-Denis, vive Jeannie. Nullement démotivée par son récent échec contre le record de l'heure, Jeannie Longo a ajouté à 38 ans un 11e titre à son palmarès en conservant ce matin à Lugano sa couronne mondiale du contre-la-montre. François Brabant. On dirait pas comme ça, mais Jeannie Longo est contente. Un petit sourire, Jeannie, merci. Faut dire que des médailles d'or et des titres de championne du monde, il y a longtemps que ça ne la fait plus sauter comme un cabri, Jeannie. Son premier titre mondial, il date de 1980. Et depuis, toutes catégories confondues, il y en a déjà eu 10. Alors pour le 11e, le contre-la-montre de ce matin, la Longo a fait dans le sobre. Casque classique, tenue blanche, coup de pédale souple et une revanche bien dans son style et son caractère sur mademoiselle Zabirova, la russe sophistiquée qu'il avait battue aux Jeux Olympiques d'Atlanta. À l'arrivée, Zabirova accuse 1 minute 15 de retard et Longo un 11e titre de championne du monde. Bref, la routine. Et médaille d'argent. La France fait même un joli doublé puisque Catherine Marsal termine 2e. À 38 ans, Jeannie Longo n'est pourtant pas pressée de voir la relève arriver. Elle qui avait annoncé qu'après ces championnats du monde, elle se retirerait, maintenant hésite. Et puis samedi, il y a la course en ligne, une 12e occasion de rigoler, ce serait dommage de la manquer. Cyclisme toujours avec cette apparition émouvante hier à la télévision américaine de Lance Armstrong, champion du monde professionnel en 93. Lance Armstrong a annoncé qu'il souffrait d'un cancer et qu'il avait débuté une chimiothérapie. Ce champion, qui a fêté ses 25 ans en septembre, a affirmé qu'il avait bien l'intention de vaincre sa maladie et de continuer à courir dans les rangs du cyclisme professionnel. Les collections de prêt-à-porter pour le printemps-été 97. Fini les dames en noir, vive la gaieté et la couleur, à l'honneur chez Chloé et chez Angelo Tarlazzi, qui croquent pour l'été prochain une mode leste et légère. Reportage Marie-Josée Le Picard, Didier Rancoeur. Après la nuit noire de la mode, on dirait bien que le jour se lève. L'aurore en tout cas, avec la collection d'Angelo Tarlazzi, claire, fluide, limpide, et dont les jerseys coulent sur le corps, les crêpes faseillent sur la jambe, les satins glissent sur la chute de rein, les mousselines flottent dans la démarche. C'est la mode
mode version heureuse, féminine, colorée. La collection de Chloé, créée par Karl Lagerfeld, c'est la face douce du personnage. C'est ce qu'il sait faire de fleuri et de flatteur, de suave et de gai, avec des arcs-en-ciel, des tissus souples, des jupes qui dansent et des talons trop hauts. Retour aux imprimés en noir et blanc ou en poisson chinois. C'est un printemps des champs de tulipes. Le dicton du jour à la Saint-Denis se vive Astérix. Comme le Beaujolais, l'Astérix nouveau est arrivé, 30e album des aventures de l'irréductible Petit Gaulois. Des aventures déjà traduites en 77 langues et vendues au total à 280 millions d'exemplaires à travers la planète. Reportage Mathieu Huchet, Joseph Bachtik. Albert Uderzo a beau avoir mis au monde 30 Astérix, en bon père de famille, il vient lui-même contrôler les derniers préparatifs. Demain, le dernier né de la saga arrive en librairie avec un tirage pharaonique, près de 30 millions d'exemplaires en France et 8 millions en Europe, pour un succès commercial préparé dans le plus grand secret. Mais quelques heures avant la naissance, le créateur de ces Gaulois devenus stars reste tendu. Je vous dirai après le 10 octobre si les choses vont bien encore pour moi et pour Astérix. Mais avant, je ne sais pas. Je sais que ça a bien marché pour le précédent. Celui-ci, ma foi, Poutatis nous protège. J'espère que ça marchera encore. Et dans cet album, c'est le livreur de menhir Obélix qui tient la vedette. Profitant d'un moment d'inattention du druide, Obélix réussit enfin à engloutir le chaudron de potions magiques. Un breuvage à haut risque pour ce garçon un peu enveloppé qui était tombé dedans petit. Transformé en statue, Obélix commence sa galère, mais comme d'habitude, tous se retrouveront autour d'un sanglier, tous, sauf un certain chanteur mal aimé. Dernier journal vers minuit, Philippe Lefebvre. Bon anniversaire à Daniel Delorme, Nicole Croisy, Jean-Claude Godin et Léopold Sédar-Sangor, qui fête aujourd'hui ses 90 ans. Dans un instant, la météo. Sophie Davant, demain, le dossier de notre édition de 13h, présenté bien sûr par Patrick Chen, sera consacré aux soins à domicile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain 20h. Excellente soirée, merci.